On a décidé là de faire un petit peu différent de la semaine dernière. On va commencer par une séquence qui a rien à voir avec le match France-Angleterre, mais qu'on voulait montrer parce que on l'a trouvé sympa et que ça introduisait bien le début du stream et que ça nous mettait un peu dans le rugby. FG, est-ce que tu veux nous dire où est-ce que tu as trouvé ça? C'est un clip d'un match de Premiership, ce magnifique championnat anglais qui oppose du coup Bristol en bleu et rouge, là, Northampton en blanc et vert. Une bonne vieille mêlée sur les 15 mètres à gauche. Le clip, il va le lancer. Vous allez pouvoir peut-être apprécier. Ah, essaie d'être les poteaux imparables. Et nous, quand on a FG me l'a envoyé et qu'on l'a regardé un peu plus près, on s'est demandé comment ils avaient marqué, vu qu'on avait parlé un petit peu du jeu au pied la semaine dernière et que voir un peu comment ce lancement, parce qu'on s'est demandé Northampton en face, comment ils défendent ce troisième rideau pour qu'il y ait un aussi grand espace. Enfin, moi, la première question que je m'étais posée avec FG, c'est pourquoi le 9 blanc il défend le fermé, alors qu'il aurait peut-être intérêt à faire le tour pour faire le nombre, ou au moins pour couvrir le second rideau. Et en fait, on va voir un peu plus loin qu'il est retenu et que ce lancement est assez bien pensé. Voilà, donc là il y a un arrêt sur image et on voit en fait en haut à gauche de l'écran, il y a l'ailier de Bristol qui pèse dans le fermé, ce qui force le 11 à rester là-bas dans ce couloir avec le 9 pour défendre un 2 contre 2 ou un 3 contre 2 s'il y a des 89 dans le petit. Et après, c'est un positionnement assez classique de Northampton. On a 10, 12, 13. J'ai mis le 14 qui défend dans la ligne, il défend à 4. Et le 15 qui, normalement, qui là est un poil excentré. Et du coup, bah, il y a une zone qui se libère de jeu au pied dans le troisième rideau là en plein milieu. On a trouvé ça assez sympa parce que ça rebondissait bien sur le thème dont on avait parlé la semaine dernière sur le jeu au pied central et pourquoi une zone partagée dans le troisième rideau était intéressante à attaquer au pied. En tout cas, ouais, c'est un lancement qui est intéressant parce que moi, ce qui me semble, c'est que c'est un lancement qui cherche à menacer en fait plusieurs zones du deuxième rideau en fait directement. Il y a l'ailier grand côté de Bristol en fait qu'on voit pas parce que à mon avis il doit coller la touche. C'est pour Ouais. ça que le 15 est en fait à ce point étiré parce qu'en fait dans ce placement là il y a la possibilité pour que le 9 en fait donne dans le dos des deux centres qui viennent à plat du coup pour en l'occurrence la chasse pour le 10 et que du coup le 10 pousse au pied en fait et si le 15 est mal placé. Donc en fait là on menace vraiment plusieurs zones différentes du second rideau. Donc c'est assez intéressant quoi. Ouais, Je sais que et comme parfois les... sur le premier rideau, on veut forcer les défenseurs à faire des choix, et bien on peut le faire aussi dans le deuxième rideau, quoi. C'est-à-dire que là, le 15, il se fait un peu avoir et il prend le parti pris d'aller sur l'extérieur chercher l'ailier qu'on va voir apparaître dans l'écran un peu plus tard. Et en fait, du coup, ben, il est en retard après sur la couverture. Il peut pas, il est battu, quoi, par le jeu au pied là. On voit l'ailier de Bristol un petit peu en bas de l'écran pour ceux qui l'ont aperçu là. Vraiment, ouais, comme tu disais, j'ai collé la ligne de touche, du coup, hyper menaçant. Et voilà un petit peu ce sur quoi on voulait introduire la soirée. Ceci étant fait, ce soir, de quoi on parle? Je pense que comme beaucoup d'entre vous, on a vu le match, un très beau match de rugby. Enfin, moi, je me suis un petit peu régalé, quel que soit le dénouement. Plus précisément, du coup, on va revenir sur pas mal d'éléments qui nous ont apparu quand même centraux dans la stratégie de ce match. Particulièrement la question du jeu sans ballon, la question aussi des duels aériens, la question des attitudes au contact, en défense. Le premier petit extrait sur lequel on voulait revenir nous ce soir, c'est l'essai français. Cet essai français, pour nous, il va bien introduire notre soirée parce qu'à l'intérieur, il y a un petit peu tout ce qu'on veut et comment on a réussi à faire déjouer les Anglais et à la fois marquer cet essai. Nous, le point de détail vraiment qui nous a paru important dans cet extrait, c'est que les deux joueurs qui sont passés en l'heure, Jelonche et Pesanti, on va donner dans le dos, donc plutôt aller chercher les extérieurs. Et là, on voit à l'instant où il y a l'arrêt sur image que Pesanti fait un petit contact sur Jamie George, le joueur en face de lui, et que c'est ce qui va en fait amener le franchissement. Parce que Jalibert, du coup, il va super bien lire la situation, on va voir pourquoi. Et que ce petit bloc de Pesanti, de fait de toucher le joueur à la fin, donc ce qui est à la limite de la règle, va ouvrir l'intervalle. Là, j'ai mis un arrêt sur image avec un petit zoom ensuite, parce qu'on voit que Jalibert, quand il entame le geste de sa passe, là il y a prise d'info, et il voit qu'en fait, la demi-seconde ou les quelques centièmes de seconde qui ont été offerts par par Pesanti sur Jamie George, ça a créé une petite déconnexion. Et donc là, après, il y a tout ce que l'attaque recherche, quoi. C'est-à-dire une petite déconnexion dans la défense, un trois quarts face à un avant. Et du coup, ben, il va saisir l'occasion de manière hyper juste avec la fin de deux passes. Et puis voilà, raffut derrière et on finit. Après, on va voir voilà, le plan du dessus pour voir comment cet intervalle il ouvre. Comment ce petit détail ouvre l'intervalle. C'est que là, on a contact et Jamie George, franchement, il perd quasiment rien, mais ça suffit
pour créer une situation un peu plus défavorable pour lui en défense. Et Rafu, duel gagné, et derrière ça franchit. Ce qu'on a apprécié d'autre dans l'action aussi, c'est l'effort de Farrell qui se fait franchir, mais qui revient avec une cuillère un petit peu sortie de l'espace et qui a failli rattraper le coup. Puis après, voilà, passe de Jalibert assez magique dans la chute à pleine vitesse. Pour nous, ça va bien introduire là ce qu'FG va essayer de mettre en lumière avec les extraits suivants. On a appelé le travail de la fourmi, c'est-à-dire à chaque fois des petites choses qui se rajoutent, des petites choses, mais tout le temps en continu. Donc on a trouvé ça assez intéressant. Donc ce travail de la fourmi, bon, c'est un mot, un nom un petit peu, une rubrique un petit peu marrante, mais en tout cas qui voulait mettre l'accent sur le fait que, enfin, j'ai l'impression d'entendre Fabien Galtier, mais dans sa vie d'entraîneur, dire que le rugby de haut niveau, c'est des détails. Et voilà, en fait, c'était pour mettre un petit peu l'accent sur les détails en question et voir comment, notamment au haut niveau, on peut se rendre utile quand finalement on a l'impression qu'on pourrait pas être utile, quoi. Directement, là, cet extrait que je vais vous montrer une première fois, c'est le deuxième bloc qu'on a trouvé, qui est similaire en fait à celui de Pesanti. Cette fois-ci, je crois, cette fois-ci c'est Pesanti qui est porteur de balle et c'est Gérassi qui vient bloquer encore une fois Jamie George. On voit que voilà, Jamie George fait encore le choix de se fixer sur le mec qui vient en cut. Ce qui a pour effet du coup de faire tourner les épaules de Genge vers l'intérieur et donc du coup de menacer l'espace supplémentaire et d'ouvrir du coup l'espace pour Bourgarit dans lequel il va plonger. Donc une séquence relativement similaire à la première. Cette fois-ci, j'ai fait un focus sur non seulement le bloc de Gérassi, mais ce que les Anglais sont en train de faire en fait au sol, ce qu'on ne voit pas forcément en fait. On voit qu'en fait, après qu'il y ait la passe, il y a deux espèces de mini-duels que j'ai voulu mettre un petit peu en lumière avec ces deux petites loupes. On voit que les Anglais, voilà, ils ont cette mentalité de ouais, moi je suis au sol, j'ai fait un choix de défense, et ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est le cas de Genge, qui lui s'implique, commit, il dirait en anglais, sur Jalibert. Il sait que derrière, il y a sûrement un ballon rapide. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est de montrer qu'en fait, il décide d'aller jusqu'au bout et de ralentir le plus possible le replacement de Jalibert pour que derrière, ce qui risque d'être un ballon rapide, soit pas rapide et puisse pas passer par Jalibert en fait. Donc c'est ce travail-là sans ballon, en l'occurrence, c'est du travail défensif. Et ça, c'est une stratégie que les Français ont complètement adoptée et ce qui est très très clair en première mi-temps. Premier extrait, voilà, ballon capté par Dulin et là immédiatement il y a Gelon qui vient se replacer, qui lève la tête, qui identifie Itoje et qu'est-ce qu'il cherche à faire immédiatement? À l'attraper, finalement à le consommer dans le ruck pour offrir une petite seconde. En tout cas, Couillou va profiter de cette petite seconde pour faire un départ dans le fermé et quasiment échapper au grand bras télescopique d'Itoje. C'est vraiment cette idée-là d'égaliser numériquement le rapport de. Puisque en fait, on dit souvent, c'est un terme qu'on revient, qui est dans le jargon un peu rugbystique, que quand on est au sol, on est consommé dans le ruck. Bon ben voilà, l'idée c'est que si je suis consommé, il faut que je consomme un joueur anglais, quoi. Donc là, si vous voulez, on peut essayer de voir quelques exemples supplémentaires qui vont illustrer grosso modo la même chose. Donc là, c'est un deuxième exemple avec cette fois-ci encore une fois Gelon sur Itoje, puisqu'en fait, à mon avis, c'était aussi une stratégie d'essayer de faire, d'essayer de se montrer un peu beau, de faire le coq, hein, sans jeu de mots, auprès de leur piment en chef, qui est quand même Itoje depuis quelques années. Et il avait été particulièrement, à mon avis, targeté. Et on voit par exemple la Villière qui fait. Voilà, on voit que c'est une stratégie parce que là, on voit qu'il y a deux joueurs qui viennent directement dessus, quoi. Il y a Villière qui le retient, donc qui est quand même pas non plus deuxième ligne, et Pesanti. Donc on voit vraiment qu'il cherche vraiment à essayer de consommer un maximum de joueurs, à empêcher un maximum de joueurs de participer à la séquence défensive suivante. Que ça, là, on voit Mofana qui essaie de le faire sur Jamie George. Et il me semble qu'il y a un dernier exemple. On voit cette fois-ci Itoje, il a compris ce qu'on allait faire et qu'on va pas lui faire. Il a compris qu'on n'allait pas lui faire pendant 40 minutes. Et cette fois-ci, il nous fait le compte du condor sud-américain. Il se retire. Il met un grand coup de retrait. Il met un grand coup de retrait en écartant les jambes pour bien justement ne pas se faire attraper. Voilà, ouais, c'est pour terminer. Mais donc du coup tout ça, tu peux lancer le prochain clip. Mais tout ça parce qu'il en fait qui m'apparaît quand même vachement une façon de jouer un petit peu à l'anglo-saxonne, essayer de rationaliser un maximum tout ce que un joueur sur le terrain peut faire. Et finalement, c'est une façon c'est un style de jeu que les Anglais ont pas découvert dimanche. Et là, c'est l'exemple que je montre cette fois-ci, c'est côté anglais. On voit que Genge et Moefana, j'y suis arrivé, on se chicane un petit peu. Et en fait, ça crée une grosse déconnexion dans la ligne défensive française, puisque Moefana, du coup, sert absolument plus à rien parce qu'il n'a pas le temps de s'impliquer dans la ligne. Et il faut une défense, moi, que j'ai trouvé l'une des plus belles actions défensives en tout cas de cette première mi-temps de Gabriel Villière qui défend sur May.
Si on remonte un petit peu le clip à son début, là en fait Johnny May à la base il est dans le petit côté, il est dans le couloir des 5 mètres avant que le ballon arrive à Genge. Et Gabin Villiers il lit hyper bien l'animation et arrive à monter très 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 haut parce qu'en plus le placement de Johnny May il est quasiment parfait quoi. Et si on termine la séquence, ce bon vieux Gabin Villiers qui va nous faire notre transition avec le thème suivant, qui fait quand même une action monumentale, je trouve, puisque non seulement après avoir fermé une action qui était quand même un gros surnombre avec Anthony Watson qui en avait pas tant, il se met sur ses appuis, il gratte la balle, il récupère la balle, coup de pied, bon j'ai un petit peu accéléré la séquence, et quel est le troisième joueur français arrivé sur la zone, alors qu'il était par terre? Gabin Villiers. Le prochain thème qu'on a intitulé un petit peu la prochaine rubrique, qu'on a intitulé l'oppo du jeudi soir, tant ça nous a fait penser à ce moment où le jeudi, là, entre la 1 et la B, les coachs nous hurlent sur le bord du terrain qu'il faut respecter les plans de jeu et qu'il faut s'y tenir. Je suis sûr que ça vous parle un petit peu, mais du coup, c'est souvent des oppositions qui donnent beaucoup de place à la défense et où il y a très peu de prise d'initiative en attaque. Voilà, l'élément qui a été quand même prépondérant dans la stratégie, je pense que vous en êtes bien rendu compte, c'était l'utilisation du jeu au pied et les duels aériens. Donc le premier point que moi je voudrais aborder, c'est comment contrer la stratégie anglaise, notamment sur les box kicks, et je voudrais revenir sur un tout petit point qui me paraît important dans le rugby moderne, même si vous connaissez sûrement, qui sont les escortes. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est une escorte, enfin en quoi ça consiste? Bien sûr. Je peux lancer quelques clips, on va pouvoir un petit peu voir. Donc du coup, en fait, le but des escortes, c'est de gêner les chasseurs d'un jeu au pied pour protéger le réceptionneur. Donc il y a deux façons de protéger, d'escorter finalement le réceptionneur. Le premier clip que vous venez de voir finalement, c'est la première façon, c'est de donner aux joueurs qui sont les plus proches du point de chute la consigne d'aller au point de chute. Vous allez au point de chute avant le joueur qui vient chasser. Le défenseur. En fait, vous faites un espèce de petit mur. Là, à un moment, j'ai fait un petit arrêt sur image qui montre bien ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, la Gabin Villiers, il fait très très bien le travail. Il va jamais aller jouer la balle en l'air. Hein. Il regarde en l'air, et en même temps, il a un œil sur Daly et un œil sur Dulin pour se placer pile entre les deux et empêcher Daly finalement d'aller contester la balle, ce qui donne une réception d'entraînement quasiment à Brice Dulin. La deuxième façon, qui est plus difficile à réaliser, et qui a été justement pas mal testé du côté des Anglais, c'est quand on a, parce que là en fait Gabin Villiers est déjà pas mal en profondeur, mais c'est quand en fait on a des joueurs directement dans la ligne et donc le réceptionneur arrière est quand même relativement protégé. Donc là le travail de Villiers c'est de toujours fermer l'intérieur du réceptionneur, c'est-à-dire d'obliger les chasseurs à contourner les escortes, à passer par l'extérieur pour ménager un espèce de petit couloir, une petite fenêtre de réception, en fait, dans lequel le réceptionneur va pouvoir attaquer la balle, rentrer dans la balle et plonger. Du coup, là, Gabin Villiers, au début de sa course, en fait, il se resserre et il force Anthony Watson à passer à l'intérieur. Et Jelon qui fait la même chose avec Jamie George. Donc, en fait, chacun écarte son vis-à-vis du couloir central pour justement ménager cette petite fenêtre d'espace à Brice Dulin dans lequel il va magnifiquement s'engouffrer. Hyper intéressant la capacité des Français juste à acheter. Moi je trouve que ça faisait un peu acheter du temps pour le réceptionneur en fait. C'est-à-dire que la moindre seconde, demi-seconde gagnée en faisant détourner les courses des Anglais, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils courent tout droit, ils doivent faire le petit virage à l'extérieur, ils doivent contourner quelqu'un, etc. Et ben notre réceptionneur à chaque fois, sachant que ça se joue, 1 mètre, c'est 0,1 seconde ou 0,2 secondes quoi, à pleine vitesse. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient acheté du temps à Dulin à chaque fois de manière assez hyper intéressante en fait. Et là, le premier repère que j'avais donné, la première façon, à savoir simplement aller vers le point de chute, les joueurs qui se sont lobés par la balle vont vers le point de chute et vont vers le joueur qui s'est annoncé, c'est mine de rien, ça suffit largement pour gêner les chasseurs. Je vous propose qu'on enchaîne les gars. Je te laisse la suite. Yes. Non, pour revenir du coup, on a pas mal discuté des duels aériens et du travail autour. Et moi, ce que j'ai essayé de mettre en valeur après avoir regardé le match plusieurs fois, c'est la stratégie française sur les coups d'envoi. Donc déjà sur la manière de taper les coups d'envoi et aussi du coup l'organisation autour du point de chute une fois que le ballon était tombé à l'endroit où il le voulait. C'est d'abord quelle zone était visée par le botteur français et il y a clairement une stratégie qui apparaît. Donc là sur le clip qui apparaît, vous voyez que le coup d'envoi est tapé. J'ai créé un petit lien entre deux joueurs anglais. Kyle Sinclair le pilier qui est le plus proche de leur but et Joe Lunchbury qui en fait constitue le bloc saut des Anglais qui gèrent ce terrain, c'est à dire que si le ballon arrive dans leur zone, ascenseur et ils vont prendre le ballon le plus haut possible. Et donc très clairement la stratégie française ça a été toujours
de lober ce bloc saut. L'arrêt sur image suivant, il explicite exactement ça, c'est on passe au-dessus de ce bloc saut et de tomber dans la zone juste derrière. Donc les quelques clips suivants vont... C'est quand même pas mal tapé ce coup d'envoi. Vous allez voir que la précision des coups d'envoi de Jalibert est assez exceptionnelle. Donc là, encore une fois, le bloc saut surligné. Qu'est-ce qu'on vise derrière le bloc saut? Et pour revenir à ce qu'on disait jusqu'avant sur les escortes, c'est que d'habitude et le repère que donne IMG du coup correspond à très bien à ça, c'est je suis lobé, je deviens escorte. Et en fait là le bloc saut, c'est tellement entre leur zone et la zone précédente qu'il recule comme s'il voulait avoir le ballon. Et là on voit que Launchbury il saute. Donc en fait il a pas eu le temps d'escorter et du coup ça permet aux Français de venir au duel aérien. Une dernière fois Jalibert encore toujours dans cette même zone pour la route, toujours de la droite vers la gauche sur encore une fois un renvoi 22. Là on va bien le voir avec le plan dans l'axe. On lobe le bloc saut et on tombe dans la zone juste derrière pour aller jouer un contest aérien. On lobe le bloc saut, pourquoi faire? Du coup pour les Français c'est toujours pour aller récupérer le ballon en fait. Et on va essayer de s'attarder un petit peu. T'as réussi à voir la manière dont les Français s'organisaient à la tombée. Il y avait un à la lutte, Ouais, on va le dans voir. l'axe. Ouais, on va le voir après, juste après. Donc Jérém, t'as extrêmement bien fait la transition sur la suite. C'est quelle organisation ensuite, une fois que la balle était tombée dans cette zone-là, qu'est-ce que les Français voulaient faire, comment ils voulaient récupérer le ballon, etc. Et Gabin Villiers, encore une fois, vous le savez tous, sétiste. Donc du coup, si les coups d'envoi et les coups de renvoi sont tous tapés de la droite vers la gauche dans sa zone, c'est peut-être pas une surprise. Et donc là, ben voilà, on met un rapide là-bas qu'on va faire chasser. Et là, ce que j'ai essayé de mettre en lumière, donc Jérém, tu l'as bien dit, c'est l'organisation des Français autour du point de chute. Et vous allez voir que les rôles sont très clairs. Là, les 4 joueurs surlignés, Villiers le plus extérieur, Danty, Woki, et ensuite celui qui est le plus au fond, c'est Gérassi. Donc là, on voit bien que Danty freine sa course parce que Danty, son rôle, c'est ne pas de jouer le duel aérien. C'est pas le joueur le plus aérien. Ce rôle-là, c'est pour Gabin Villiers qui est le plus à l'extérieur, et c'est ce qui va se passer. Ensuite, vous voyez Cameron Woki qui lui, donc Danty, qu'est-ce qu'il va faire? Il se place dans l'axe parce que toujours la même chose, stratégie française, c'est pas forcément de contester le ballon, mais c'est peu de le taper. Et donc du coup on place un joueur dans l'axe pour essayer de récupérer ce ballon. Woki, pareil, il tente de se mettre ici pour former un petit cercle autour du point de chute pour essayer d'aller récupérer un petit peu le second ballon. Et Gérassi, on verra ce rôle un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu ce que les Français ont essayé de mettre en œuvre, c'est que autour de ce point de chute, on soit les plus nombreux. Là, du coup, j'ai mis en lumière. Non, là, je vous invite à suivre. Donc on a suivi les 4 joueurs les plus à l'extérieur, Gérassi, Woki, Danty et Villiers. Et là, on va suivre 2 joueurs qui sont un peu plus à l'intérieur, c'est Aldeguerri, le numéro 3, et Baptiste Couillou. Et si on remarque bien, donc ils sont surlignés, regardez bien leurs axes de course, ils vont pas courir tout droit comme si on montait sur un coup d'envoi, ils vont eux aussi se rapprocher du point de chute. Et c'est 2 actions qui vont être déterminantes en fait, parce que vous allez voir qui récupère le ballon à la fin. Et donc tu vas voir que c'est lui qui va arriver sur la zone en premier, et que c'est un espace qui est déserté par les Anglais, et du coup c'est grâce à lui, entre guillemets, qu'on récupère ce second ballon. Et donc voilà, comment les Français s'organisent autour de cette corbeille, c'est hyper intéressant. La volonté de taper le ballon en l'air, et du coup ça va provoquer un deuxième ballon, et comment on s'organise autour. Pour pas montrer de quel côté Jalibert va taper. Voilà. Là ensuite... pareil, on a donc ce coup d'envoi là qui est tapé par Carbonel, donc un peu moins précis, qui va tomber sur le bloc saut. Donc là ça permet, j'ai mis cette image parce qu'on voit encore très bien la corbeille française. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 joueurs qui forment quasiment un cercle autour du duel aérien joué par Macalou. Donc voilà cette corbeille autour, beaucoup de Français évidemment, hein, le rôle de se rapprocher. Et du coup Raka qui a la retombée et on joue un second ballon qui est hyper intéressant. Et là j'ai mis en lumière Gérassi, on en a parlé tout à l'heure, donc toujours même positionnement. Vous allez voir que Gérassi, lui son rôle, c'est d'aller au-delà du duel aérien au cas où on perd le contest et c'est un joueur anglais qui la tape chez lui et ben qu'on puisse la récupérer. Voilà, Gérassi, vous allez le voir qu'il a, donc du coup on a duel aérien pour taper le ballon et lui son rôle c'est d'aller dans cette zone là qui est désertée par les Anglais et de se projeter dans cette zone s'il y a un Anglais qui tape le ballon vers chez lui. Donc là on a vu surtout les moyens en l'air utilisés par les Français. Donc une fois qu'il y a eu duel aérien, évidemment il y a quelques coups d'envoi où il n'y a pas eu de duel aérien et du coup il y a eu des situations au sol et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec ce coup d'envoi là, donc qui est le premier coup, qui est le coup d'envoi du match en fait, tout simplement. Et pour moi, il y a 2 actions qui sont hyper importantes dans ce coup d'envoi et qui matérialisent bien comment il voulait gérer cette situation au sol. Et peut-être même sur ce premier coup d'envoi, il voulait pas le jouer en l'air, il voulait uniquement le jouer au sol. Donc on se rappelle de la disposition, Villiers, Woki, avant je pense qu'il y a encore Gérassi, etc. Là, pour moi, la première action, c'est que Woki, vraiment, il est dans une course en fait contre son homologue numéro 7 Underhill pour absolument arriver à ne pas se faire bloquer par les escorts, ce qu'on a vu avant, et arriver avant sur la zone en fait. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Et en fait là ce qu'on a trouvé malin,
c'est que du coup on a ce joueur rapide sur l'extérieur qui est là pour jouer ce duel aérien, et on a ce joueur puissant, profil troisième ligne, coureur et puissant à l'intérieur du ballon. Et eux, on voit beaucoup parfois quand il y a des escortes là ou le bloc saut qui gêne, il y a des joueurs qui viennent pousser, qui rentrent dans les mecs, etc. Eux, assez intelligemment, ils vont contourner chacun de leur côté les trois joueurs du milieu là. Donc on voit Slade, enfin Villiers qui est caché par Slade, là, le numéro 13, et Woki qui par son effort ne sera pas bloqué par Underhill. Et du coup, ils peuvent accéder au réceptionneur. Et là, la stratégie, elle était claire, c'est une fois qu'on a accès au réceptionneur, on n'a pas joué le duel aérien, c'est pas grave, notre but c'est toujours récupérer le ballon. On vient le bloquer haut et le pousser vers la touche. Et du coup, le fait qu'on ait un profil puissant à l'intérieur du terrain, donc Woki, évidemment, face à un ailier et un mec qui le tient derrière, on peut pousser ce joueur sur la touche. Et c'est exactement ce qui va se passer du coup, c'est que les Français, ils vont tenir en l'air Watson et le pousser en touche pour la première action du match. Moi du coup les deux questions que ça m'a posé, c'est est-ce que ce coup d'envoi là était volontairement un peu plus long que les autres pour se retrouver dans cette situation là. Voilà, après pareil, je vais finir cette séquence par un petit clin d'œil par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière sur les zones de coup d'envoi. Du coup bon voilà, on a vu que les zones étaient différentes, ils étaient globalement tous tapés de la même manière et que c'était pas la zone où on allait chercher le gros porteur de balle. Et pendant ce match, Billy Vunipola, qui est normalement un des réceptionneurs prioritaires chez les Anglais et qui est finalement souvent visé, il n'attrape pas un seul coup d'envoi du match. Enfin, il va en attraper qu'un seul et je pense que vous voyez lequel c'est. Et du coup, je l'ai mis derrière. Et bah toi, Jérém, tu vois pas lequel c'est, mais imagine que tous les coups d'envoi ont été tapés et il en a touché aucun. Et le seul qui va toucher, c'est en prolongation. C'est le dernier de Carbo. Et donc il met une grande chiche devant qui va tomber sur Vunipola. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Une magnifique manette, et on voit ensuite une très belle corbeille de la chambre. C'est les mecs qui viennent chambrer, qui font la corbeille pour venir chambrer. Voilà un petit peu là pour ce qui concernait les duels aériens. Et ensuite un des thèmes qui nous a paru hyper important évidemment, la défense française. Et moi j'ai quelque chose qui m'a interpellé, qui m'avait déjà interpellé pendant le 6 Nations, la fin du 6 Nations, et là pendant ce match là, c'est la technique de plaquage adoptée notamment par les avants et la manière dont quelles attitudes de contact ils adoptaient. Donc j'ai mis une succession de petits arrêts sur image que vous allez voir passer, et vous allez voir que c'est assez net. Je l'ai appelé le plaquage genou. C'est en fait cette capacité d'attaquer les adversaires avec le genou déjà au sol. Donc là vous allez voir qu'il y a plusieurs images qui se succèdent, et l'épaule est en contact avec l'adversaire, et le genou du défenseur qui correspond donc épaule droite en contact, genou droit, ce genou droit il est déjà au sol en fait. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que bon ça m'a questionné sur pourquoi il faisait ça. Est-ce que c'était une stratégie, c'était vraiment bossé? Qu'est-ce que ça apportait à la défense? Et aussi quelle faille ça avait quoi, parce que quand même majoritairement dans la manière dont on veut former les joueurs au plaquage, on leur demande de tomber après l'adversaire qu'ils essayent de plaquer, que si je suis déjà sur mes genoux et que l'adversaire est pas tombé, mais je suis un peu mort quoi. Et là on voit qu'en fait c'est une vraie stratégie des Français. Pesanti une fois sur Itoge. Là on a Jelonche encore une fois avec un genou quasiment au sol, là un genou au sol sur Vunipola, que là on a Movaka quand il rentre, pareil genou au sol. Pourquoi? Là c'est des images contre les Italiens, voilà, pour faire le lien et vous dire que c'était un peu une stratégie je pense suivie sur les quelques matchs. Je trouve que ça a un avantage évidemment, c'est que du coup quand on dit plaquer aux jambes, enfin ou de plaquer bas, évidemment ça baisse le centre de gravité du plaqueur et c'est hyper intéressant. À quel moment il faut le déclencher dans le rapport, dans la distance avec l'adversaire, parce que si on le déclenche trop tôt sur un step, un appui, on se fait avoir et on n'a plus aucun moyen de revenir. Il y a Pesanti quand même qui se fait sanctionner ce week-end avec un plaquage sans les bras, parce que parfois quand on est très très bas on n'a pas le temps de mettre les bras. Donc Un lien avec la lutte apparemment. ça c'est encore des styles développés, cela nous vient de la lutte. Ouais, Émile et Loulou. Le pied extérieur est loin, ils sont limite jambes tendues derrière. Ouais, et en fait, du coup, exactement, du coup, c'est un peu contraire au fait qu'on veut pousser avec les jambes, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, on dit de fléchir les jambes, d'avoir les pieds pas trop écartés entre nous pour pouvoir mettre de la fréquence, etc. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on se livre un peu plus. C'est-à-dire que on passe au sol, on impacte peut-être sûrement plus fort aussi. Et voilà. C'est Ouais, mais je pense que c'est possible. En plus, je pense que ça peut être utile effectivement pour les séquences où justement tu veux pas perdre de terrain et où tu sais qu'il y aura pas de surprise en fait. ouais. Tu vois, t'as le bloc 2-3, t'as le 10 qui a la tête tournée, tu vois, c'est des indices. Voilà, en tout cas, c'est un point en défense qu'on voulait relever, qui est, on a remarqué cet automne. Si vous en voyez en top 14, enfin dans les championnats domestiques, ça m'intéresse que vous voyez si je peux récupérer les images, ça m'intéresserait. Voir par qui c'est fait, comment c'est fait, etc.
Donc voilà un petit peu pour le côté plaquage. Et ensuite pour continuer sur la défense, il y a un point qui évidemment a été primordial, c'est les contests et les contre-rucks des Français qui ont récupéré beaucoup de ballons. Au-delà de dire ils ont récupéré beaucoup de ballons, j'ai essayé de me poser la question d'avoir une stratégie à deux à deux impacts sur les rucks. C'est-à-dire que là vous allez voir que les Français on conteste beaucoup sur les rucks, c'est-à-dire que dès que le plaqué tombe, on vient mettre les mains et on essaie de batailler pour récupérer le ballon. Donc parfois ça marche et parfois ça marche pas. Et même quand ça marche pas, selon moi, il y a des opportunités pour encore continuer à récupérer le ballon. C'est ce qu'on va voir sur le premier extrait, c'est que c'est le premier contre-ruck du match, je suis sûr que vous l'avez en tête. Et du coup, j'ai observé que, donc, là, on a le premier contest de Tanti, donc c'est les stratégies françaises de ralentir les libérations adverses, de récupérer des pénalités, etc. Donc, ce contest-là, il est inefficace parce que les soutiens l'enlèvent. Mais par contre, là, si on fait un arrêt sur image sur le ruck, c'est qu'en fait, les soutiens qui ont enlevé Danti, les Anglais qui ont parti, les soutiens offensifs, ils sont entre guillemets éliminés. C'est-à-dire qu'en enlevant Danti, ils sont plus en position de protéger le ballon. C'est-à-dire que là, on a Slade qui est au sol derrière, on a un autre joueur, je pense que c'est Farrell qui est à côté et qui est par terre, et du coup on n'a qu'un seul joueur qui protège le ballon. Et du coup, c'est là que Collingar il va décider d'attaquer une deuxième fois le ruck pour le renverser et pour récupérer le ballon en fait, ou au moins perturber la sortie. Voilà. Et donc là Collingar il fait hyper bonne prise de décision, c'est que du coup il attaque un joueur seul, et Couillou, bon il rentre dans un joueur au sol, mais il fout aussi le bordel, et du coup on les renverse, et résultat des courses on récupère le ballon. Et je me suis demandé si ça peut être une vraie stratégie. C'est-à-dire que là, vous allez voir que Movaka, il va mettre les mains, et là, les deux soutiens offensifs anglais, Genge et Jamie George, ils sont plus du tout dans des positions efficientes, parce qu'ils ont les mains au sol, ils étaient en déséquilibre avant pour enlever le joueur qui a contesté, et du coup, ils sont plus forts. Et là, si Bourgarit il met un coup de casque bien placé et qui bosse fort avec les gens sur Jamie George, je pense qu'il le renverse en fait. Et que la libération, même si on l'a pas pourri sur le premier ballon, on peut le pourrir sur la deuxième lame quoi. T'as pu voir si c'était fait sur tout le terrain ou s'il le faisait que dans le cas adverse En fait, est-ce ils le qu'il y font a- pas. il y a des zones, En fait, ils le font pas tant que ça. C'est-à-dire que là, c'est plutôt mon imagination. C'est-à-dire que non, mais je vais te. En gros, j'ai vu le premier contre Ruck et j'ai vu ça. Et du coup, je me dis, bah, ça se trouve, ils l'ont fait tout le match et c'était une stratégie. Mais en fait, non, c'était juste l'initiative de Collingar sur le premier. Mais par contre, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser tout le match? Et du coup, là, tous les extraits que vous allez voir, c'est des extraits où les Français l'ont pas fait, mais qui, selon moi, sont des opportunités pour le faire. Moi, il y a un joueur que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'était Villiers, parce que là, Villiers, il y aura un premier contest, et donc là, les joueurs blancs vont s'éliminer, et là, pour moi, il y a opportunité en fait. Là, il n'y a pas de relayeur, le ballon est pas sorti, et du coup, on peut encore continuer à traverser le ruck par la porte. Et là, les joueurs blancs qui sont au sol, mais tant pis, on leur marche dessus. Et Villiers, vous allez voir qu'il va. Ah, il essaye de le faire là, mais il y va pas trop, il sait pas. Mais là, on peut les renverser. Excusez-moi, je m'enflamme, mais. Non, mais t'as raison. Mais du coup, c'est vraiment. Moi, je vois vraiment cette opportunité là, c'est que dès qu'il n'y a plus. Là, les deux soutiens off anglais s'éliminent sur le contest et passent au sol, Jamie George et Slade. Et du coup, là, pour moi, c'est du coup une zone qui est redevenue faible. Comment te voir? Et non, mais regarde, premier contest, regarde, premier contest là, regarde là. Non, mais moi, je suis pas bon. Ça, c'est... Oui, allez là, putain. mais, regarde, Jamie George par terre, Curry par terre, et t'as que Slade qui est sur une demi situation là. Et là, Villiers il essaye. Mais je pense que si on réinvestit ce rock à deux, on renverse Slade, on le fait tomber sur Young, on fout le bernier quoi. Et globalement, quand on enlève un bon contest, on est plus sur ses appuis et donc du coup on est faible et on est une zone de nouveau attaquable. Alors là un petit peu ma réflexion sur le sujet. Voilà un petit peu là pour la partie défense sur les quelques montages que j'ai fait. FG, je te laisse passer à la suite. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde très brièvement la séquence la séquence qui dure du coup 2 minutes 20 que je vous ai monté là en première fois en accéléré, et une deuxième fois on regardera avec un petit peu plus de détails quelques attitudes qui m'ont paru très intéressantes sur les types de défense. Donc quelques chiffres sur cette séquence. Du coup, je disais 2 minutes 20 de jeu, 13 phases de jeu, de façon tout à fait paradoxale, 3 passes. Ce qui est intéressant de remarquer dans une première lecture, c'est qu'il y a seulement 4 porteurs de balles en fait sur ces 13 temps de jeu. En fait, il y a 11 pick and go, mais il y a 13 temps de jeu, et sur les 11 pick and go, il n'y a que 4 porteurs de balles. Donc Launchbury qui a 3 charges, Vunipola 1, Sinclair et Genge, eux 3. Et c'est intéressant de savoir aussi que les trois pick and go de Genge se font tous entre 7, le moment qui arrive à l'écran là, entre le 9e et le 13e.
Le 13e étant le dernier, celui où il commet un en avant. Le premier type de verrou que je voudrais, enfin le premier truc que je voudrais mettre en avant, c'est d'ailleurs le travail d'Aldeguerri qui est quand même à mon avis quand même à souligner là-dessus, puisqu'en fait sur cette première action, là, je l'ai mis en lumière, il va significativement retarder la sortie de la balle, alors que c'est quand même une attaque assez franche, et on voit qu'il y a tout le paquet d'avant qui est à l'intérieur du ruck, à l'intérieur du ballon, et que du coup il va offrir par son activité et par son travail, déjà il va consommer 2 joueurs supplémentaires dans le ruck, Itoje, puis non, mine de rien Ben Youngs, qui est quand même un petit peu le demi de mêlée, qui est quand même un petit peu la reine sur une partie d'échecs, donc quand même beau travail, et il va permettre de faire circuler, en fait, il va donner du temps pour faire circuler 2 joueurs supplémentaires dans le bon côté, donc Jalibert et Bourgarit. Premier type de verrou, donc c'est là on voit que la première mission en fait du plaqueur, c'est évidemment pas d'attaquer les jambes parce que les jambes sont trop loin, elles sont à chaque fois très reculées. Donc en fait le but c'est d'essayer d'écrouler la structure. On va voir juste après qu'en fait ces phases-là ressemblent beaucoup plus à des mini-malls qu'à des pick and go en fait. Même s'il faudrait d'ailleurs les appeler pick and drive. C'est Danti par exemple, c'est immédiatement d'aller écrouler le porteur de balle en du coup s'appuyant sur lui au niveau du torse et en essayant de l'amener avec son poids au sol. Et voilà, donc en fait c'est vraiment vraiment une vraie attitude et on voit qu'il y a des joueurs qui aiment vraiment venir très bas. Par exemple là Sinclair il va venir très très bas et on voit qu'il a vraiment des attitudes de très bons pousseurs en mêlée parce qu'en fait il compte sur sa force exceptionnelle du dos j'imagine et de ses lombaires pour réussir à résister à cette force qui essaie de l'emmener vers le bas, pour lui résister à rester vers le haut et bénéficier du soutien d'Underhill et George qui sont quand même mis en position on ne peut plus explicite de pousser de mêlée ou de maul, puisque George a déjà les épaules et la tête rentrée entre les deux derrière, comme un petit exercice de mêlée, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était le premier type de verrou. Donc du coup, voilà, le premier verrou, c'est une défense assez classique. Donc le premier qui vient essayer d'écraser, d'écrouler la structure, et les 2 autres joueurs qui agissent un petit peu comme des rondins de bois, CF Enzoch, pourrait essayer de finalement bloquer n'importe quel type d'avancée et les porteurs de balles sont suffisamment forts pour résister justement à l'impact et au fait d'être écroulés et qui se mettent en position justement de pouvoir pousser sur leurs jambes quand ils résistent avec leur haut du corps. Et là, on va en fait retrouver des techniques de lutte dont on a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. C'est que le joueur à l'intérieur, les joueurs à l'intérieur vont du coup essayer de désaxer complètement la structure pour en fait faire en sorte que si poussée du porteur de balle il y a, et ben en fait elle soit pas dans la direction de l'embut. Donc là c'est juste à ce moment-là, on va voir le travail de Collingar et de Aldeguerri qui résistent et là on voit bien que Aldeguerri et Collingar ils viennent twister Launchbury pour qu'en fait ils viennent pousser mais de côté quoi. Et voilà, on le voit un petit peu moins parce qu'il y a plus de joueurs devant et que la caméra mais du coup c'est exactement les mêmes attitudes. On voit que Vunipola résiste parce qu'à un moment on voit sa tête qui est en fait au-dessus de ses genoux. Donc en fait il a résisté à la tentative d'écroulement. Et donc du coup voilà on voit Collingar et Aldeguerri qui viennent vraiment twister le Vunipola pour qu'en fait limite ses jambes franchissent la ligne mais pas le ballon et pas son buste quoi. Ok. Il y a le coq Oval qui dit je pense que vous allez pas mal en parler avec les confrontations de tous les Exeter. Bah c'est sûr que c'est possible et surtout que Exeter c'est leur force, c'est leur force, c'est une des meilleures équipes c'est la meilleure équipe d'Europe sur ces phases-là et leur volonté de jouer les pénalités à la main d'ailleurs à 5 mètres de la ligne témoigne de ça et ça serait marrant de voir comment eux ils fonctionnent pour éviter ces défenses-là ou comment les défenses décident d'agir contre elles, contre Exeter, c'est intéressant, ça serait, faut vraiment y jeter un œil quoi. Ouais. Et il est 21. Donc voilà, c'était excuse-moi, vas-y. C'est la défense. C'était la défense, c'était terminé, j'étais en train de conclure comme quoi. Voilà, il est 22h42. On a encore quelques petits extraits qui traînent si vous voulez qu'on parle par rapport notamment au live de la semaine dernière et de ce dont on avait parlé et qui parfois on n'était pas trop loin de ce qui s'est passé. Bon les gars. Messieurs, dames qui étaient sur. À bientôt. Ouais. À bientôt tout le monde. Bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Salut.